La CAF, Confédération africaine de football, est l'organisme dirigeant du football en Afrique. Elle est responsable de l'organisation et de la promotion du football sur le continent africain. Fondée en 1957, la CAF est affiliée à la FIFA, Fédération internationale de football association, et supervise les compétitions de football en Afrique, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA et d'autres tournois régionaux et continentaux. La CAF a son siège au Caire, en Égypte, et elle travaille en étroite collaboration avec les associations nationales de football des pays africains pour développer le sport, établir des règles et des normes, organiser des compétitions et promouvoir le football à tous les niveaux, des équipes nationales aux clubs locaux. Son objectif principal est de développer et de soutenir le football africain dans toutes ses dimensions, tant sur le plan compétitif que sur le plan structurel et organisationnel. Mais depuis de nombreuses années, nous assistons à des scandales et des dysfonctionnements au sein de cette organisation. Après avoir regardé la vidéo suivante du début jusqu'à la fin, vous allez voir la CAF d'une autre manière puisque vous allez apprendre ce que personne n'ose dire sur la CAF. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter la vidéo et surtout à la partager si le contenu t'a vraiment plu pour faire grandir la communauté. Si c'est fait, alors on y va. Si nos aînés et parents n'étaient pas assez outillés face aux négriers et aux colons pour défendre notre patrimoine, aujourd'hui nous avons beaucoup moins d'excuses devant le pillage de nos richesses, mais également devant la fragilisation de nos institutions. Mais si nous ne sommes pas toujours fiers de ces organes, de leur gestion et des résultats qu'ils produisent, nous ne pouvons pas rester silencieux et indifférents à la conquête dont elles font l'objet. L'indifférence et le silence assourdissant qui accompagnent la tragicomédie qui se joue au sein de la Confédération africaine de football, la CAF, me paraissent suffisamment graves pour que les jeunes, l'opinion publique africaine, s'en préoccupent, qu'elle se saisisse de cette nouvelle menace. C'est vrai que l'institution est moribonde. C'est vrai que son statut est bancal, qu'elle a d'ailleurs obtenu son accord de siège en Égypte qu'il y a quelques mois. C'est vrai que l'on décrit régulièrement sa gestion opaque. Mais elle a le mérite d'organiser au moins tous les 2 ans la principale compétition de football continental, la CAN, qui prend de plus en plus d'ampleur, il faut le signaler. Il faut la réformer, c'est vrai. Oui, elle doit être revue de fond en comble. Mais peut-on encore une fois laisser les autres la restructurer à notre place? Sommes-nous incapables d'en faire un cheval de course, un outil efficace? Sommes-nous à ce point médiocres, au point de faire encore entrer le loup dans la bergerie? Il y a quelques années, les responsables de la CAF se sont adressés à la FIFA pour les aider à mettre de l'ordre dans la maison. On y a envoyé une digne fille de l'Afrique pour conduire cette réforme, Fatma Samoura. Tout le monde avait cru à un sincère esprit d'entraide au nom des valeurs du sport. Elle a débouché sur le plan de transformation de l'institution qui peine à se mettre en place du fait de cet imbroglio juridico-judiciaire. La Confédération africaine de football occupe une place essentielle dans la structuration du sport roi dans notre continent. J'allais dire de cette religion à laquelle nous sommes des centaines de millions à nous être convertis. La CAF a donc vocation à devenir une vitrine de l'Afrique et de son excellence. Elle doit démontrer la capacité des Africains à avoir une institution forte, de haut niveau, dirigée par des Africains et dans l'intérêt des Africains. Le président et le comité exécutif doivent être des émanations de notre libre arbitre et ont vocation à être défendus lorsqu'ils sont remis en cause. Depuis que le comité exécutif de la CAF a décidé en février 2020 de ne pas renouveler la mission de la FIFA, s'estimant en mesure de mener lui-même les réformes du football africain, la Confédération est la cible permanente de faits graves et de rumeurs qui déstabilisent l'institution, notamment la figure présidentielle. Même si les présidents, il faut le reconnaître, ne sont pas toujours exempts de tout reproche. Toutes choses qui ont empêché la CAF d'entamer sereinement un processus électoral démocratique. En novembre dernier, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui avait annoncé sa candidature pour un nouveau mandat, a été lourdement sanctionné par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Le communiqué d'une brutalité inhabituelle le frappe de 5 ans de suspension et d'une amende importante pour détournement de fonds. Quelque temps avant, la FIFA avait décidé d'ouvrir une enquête sur la gestion de M. Ahmad Ahmad, en engageant le même cabinet qu'il avait mandaté 6 mois plus tôt pour l'audit de l'organisation. Une nouvelle définition du conflit d'intérêts. Le 27 janvier, c'est le président par intérim de la CAF, Constant Omari, qui a déclaré
inéligible au Conseil de la FIFA sur la base d'accusations et de simples suspicions. Je reprends les termes du courrier. Faut-il considérer que toute accusation ou suspicion portée contre un membre d'un exécutif confédéral entraînerait de facto sa mise à l'écart de toute élection? Auquel cas, tandis, le chef de l'exécutif actuel de la FIFA, M. Gianni Infantino, serait hors course pour les élections à venir, pour les mêmes raisons. Il serait même limogeable tout de suite. Rappelons rapidement qu'il fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment dans le cadre de la tentaculaire affaire de corruption dite FIFA-Gate. Selon la justice suisse, le président de la FIFA serait intervenu auprès du procureur général suisse pour qu'une enquête le visant soit abandonnée, tout simplement. Au total, pas moins de 8 enquêtes sont ouvertes et les motifs ne sont pas moins graves et sévères. Il faut le reconnaître. Pour reprendre le terme du courrier adressé à M. Omari par parallélisme de forme, il faudrait donc qu'il soit suspendu. Aujourd'hui, le talent africain, les athlètes du continent illuminent les stades du monde entier. Des emblématiques Didier Drogba à El Hadji Diouf ou Samuel Eto'o hier, de Sadio Mané, Mohamed Salah à Pierre Aubameyang aujourd'hui, leur contribution à la beauté du football mondial est indéniable. Alors d'où vient-il que quand il s'agit de la gestion de notre football à nous, nous soyons traités comme des enfants? Cette infantilisation maladive de laquelle on ne guérit décidément pas, avec cette image du nègre immature et incapable de s'autogérer, il y en a marre, mais vraiment marre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas plus de l'image de Ahmad Ahmad ou de Constant Omari. L'enjeu est surtout celui de la réputation d'un continent que beaucoup aimeraient garder petit, tout petit. Ces personnalités ne sont au final que des victimes collatérales de ceux qui veulent contrôler indirectement le football africain. Alors pour toutes ces raisons, les jeunes Africains et les élites africaines se doivent de prendre la parole. Parce que laisser ses intérêts obscurs s'incruster avec autant de zèle dans le choix du président de la CAF, c'est accepter le déshonneur pour notre football et pour nous-mêmes, en tant qu'Africains. Au cœur de la crise sanitaire mondiale, la CAF est en train de réussir une compétition majeure au Cameroun. Je ne juge pas de la qualité du football sur le terrain, non. Notre football et notre continent ont prouvé qu'ils sont solides et résistants, bien mieux que la catastrophe que nous promettait l'Europe aux premières heures de l'épidémie. Pour maintenir cette dynamique positive, notre football a besoin de stabilité, de respect et de quiétude. Ses dirigeants doivent pouvoir travailler avec plus de sérénité. Si on ne peut pas ne pas douter de la volonté de la FIFA et de son président de renforcer la stabilité et l'autonomie de la Confédération africaine de football, on est aussi obligé de constater que les fuites multiples de documents depuis leur service vers l'Afrique sont des indicateurs de cette volonté manifeste d'ingérence dans le destin de la CAF. À la FIFA de clarifier sa position sur ce sujet et de nous convaincre par des actes que pour elle, la CAF n'est pas qu'une organisation du tiers-monde que la mastodonte FIFA veut contrôler comme on mène à l'abattoir le bétail électoral. Non. La CAF n'a-t-elle pas le moyen de laver son linge sale en famille? N'est-ce pas infantilisant que de lire la FIFA en train de dire qui a vocation ou non à prétendre à la direction de la CAF? Comment comprendre que ce soit le voisin qui vient de vous dire lequel de vos enfants est le plus digne de vous? A-t-on des exemples identiques d'immixtion de la FIFA dans les processus électoraux d'autres confédérations? Ailleurs, elle s'est brisée les dents. Aux Africains, cadres, banquiers, entrepreneurs, de prendre ce business en main, puisqu'il s'agit bien de business, pour qu'encore une fois, l'Afrique ne soit pas seulement pourvoyeuse de matières premières. La balle est dans notre camp. Aux Africains de protéger cette précieuse richesse. Et aux différents candidats de savoir pour qui ils roulent. Aux électeurs de se souvenir quels sont les intérêts de l'Afrique. De modifier leur logiciel, qui leur fait croire que la manne que leur verse la FIFA régulièrement est une aide, un geste de générosité. Non. Il s'agit de leur argent, de leur part dans la répartition des revenus que génère cette institution à laquelle ils appartiennent. Ils nous ont apporté leur religion et nous nous sommes convertis. Ils nous ont apporté le football et nous l'avons adopté. Peut-être qu'il est temps que pour une fois, nous le transformions à notre avantage, en fonction de nos intérêts. C'est l'histoire d'un monsieur qui, par la corruption, achète un poste de choix à son fils dans une prestigieuse entreprise publique et qui, quelque temps après, s'émeut, tempête, crie au vol et à la corruption, et réclame son limogeage parce qu'il a perpétué la tradition. L'histoire de l'imbroglio juridico-judiciaire qui secoue la CAF est de celle-là. Mais comme de tradition, le narratif est celui du plus fort. C'est celui qui a les moyens qui a raison. Il est de notoriété publique désormais puisque les langues se sont déliées
et que le bénéficiaire et les acteurs l'ont publiquement reconnu, il est donc de notoriété publique que le président Ahmad Ahmad devait sa place de président de la CAF à la FIFA, ou plus exactement à Gianni Infantino, qui a distribué des liasses de billets, des montres en or et même déployé des escort girls pour le faire élire. Ce qui n'était qu'une rumeur a été confirmé il y a quelques heures seulement par une sérieuse enquête du journal norvégien Josimars. Face à cet impressionnant déploiement de moyens financiers, Issa Hayatou, qui avait dirigé de main de fer et avait hissé la CAF au niveau mondial, ne pouvait pas faire le poids. Il suffisait, comme d'habitude, d'utiliser les arguments traditionnels nécessaires pour le discréditer et le faire passer pour un incapable et un corrompu. Contre un Africain, ce type d'argument marche toujours. Et nous sommes toujours, nous subsahariens, les premiers à l'adopter et à l'amplifier. Question de logiciel ou de complexe séculaire, c'est selon. Seulement, le nouveau dauphin, celui qui prenait la place du vieux Issa Hayatou, n'était qu'une marionnette, un pion, un agent au service de la FIFA. Il lui devait sa place et ne pouvait que mettre en marche sa stratégie. Son choix n'était pas innocent, il faut le préciser. On le savait fragile, maintenant il fallait le piéger pour qu'il obéisse au doigt et à l'œil. Alors on sort l'artillerie lourde. Les femmes, l'argent et tout ce qui nous fait généralement frétiller. L'oiseau est définitivement en cage. Et pour mettre la CAF qui intéresse le gros mastodonte au plus haut point, gros mastodonte que l'on a appelé pour restructurer la boîte au passage et pour cause, on lui demande de rompre le seul contrat qui permet à la CAF de payer les salaires et tenir ses engagements. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait bouillir la marmite et ça paye les voyages et les factures courantes. Le contrat Lagardère, de 1 milliard de dollars sur 12 ans, qui a déjà bouclé 6, est tout simplement et purement rompu. Rien d'autre pour le remplacer. Aucune autre source de revenus. Alors sans argent, la CAF est désormais à la merci de la FIFA. Elle ne peut compter que sur elle pour vivre. Elle dicte désormais sa loi, méprisant au passage une solution financière africaine initiée par l'Union africaine des radios et télévisions, l'UAR, que dirige Grégoire Ndjaka. Une piste balayée d'un revers de la main par la FIFA. Gianni Infantino ne prend plus les gants pour tancer les dirigeants et les responsables des fédérations africaines de la CAF. Il souffle le chaud et le froid, c'est lui le patron. À Rabat, il va d'ailleurs susciter contre lui la colère de tous les cadres et les patrons du foot continental qu'il a fait venir. Il veut même imposer le calendrier des compétitions en Afrique. Une CAN tous les 4 ans, rien que ça. Maintenant qu'il a pris le contrôle, plus besoin de Ahmad Ahmad et de son staff qui commencent à manifester quelques timides velléités d'indépendance. Il les tient par la barbichette et souvent par le chantage. Il suffit de sortir quelques images embarrassantes et il en a. Il le tient aussi par quelques contrats pas très orthodoxes que le Malgache a passés à des sociétés qui lui sont proches. L'affaire est pliée. Il faut un nouveau président plus arrangeant, plus corvéable, plus obéissant et peu regardant. Le football africain est sous coupe réglée. La FIFA est aux commandes. Ce qui est frappant ici, c'est la méthode qui rappelle une autre qui a mis l'Afrique francophone dans la situation de chaos qu'on lui connaît depuis des décennies. Vous vous souvenez, au moment des indépendances, on a soigneusement pris soin d'écarter les nationalistes, ceux qui se battaient pour l'autonomie réelle de leur pays. Beaucoup ont même été tués. On a mis au pouvoir des seconds couteaux, des collabos arrangeants, des gouverneurs noirs plus soucieux des intérêts d'un ancien maître que du développement de leur pays et de leurs compatriotes. Ils ont veillé avec souvent beaucoup de zèle sur le pétrole, le bois, le diamant, le bauxite, bref, sur les richesses minières de l'ancien colonisateur. Ils ont protégé les contrats lyonnais qu'ils avaient signés avant leur départ. Cette technique ressemble à celle adoptée aujourd'hui par Gianni Infantino pour garder la CAF sous sa coupe. Il ne s'agit pas de défendre Ahmad Ahmad qui a été un outil de cette stratégie et qui ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, non. J'ai presque envie de dire qu'il mérite ce qui lui arrive. Il n'était pas à la hauteur et je veux être suffisamment indulgent pour mettre sous le compte de la naïveté et encore ses errements. Nos représentants à la CAF ne sont pas exempts de tout reproche, non, qu'il est d'ailleurs dans cet environnement. Ce contre quoi je m'insurge, c'est cette propension du corrupteur occidental à toujours donner des leçons, à nous utiliser dans le même temps pour faire passer son narratif. Pour qu'il y ait corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Dans le cas d'espèce, celui qui a corrompu pour placer Ahmad Ahmad, on le connaît. Ahmad est le produit de celui-là. Il est tout aussi condamnable qu'Ahmad et ceux contre qui la FIFA se déchaîne aujourd'hui. Sans ces millions de dollars distribués, il n'aurait jamais été à cette place.
Si la commission doit exclure Ahmad Ahmad, ce qui est normal, elle doit aussi frapper Gianni Infantino. Pas de deux poids, deux mesures. Mais on sait qu'il est un trop gros morceau pour être inquiété. Personne n'ignore le nombre de plaintes qu'il traîne devant les juridictions de son propre pays, la Suisse. Et pourtant, cela ne vient à l'esprit de personne, absolument personne, de le juger inapte à gérer l'instance fêtière du football mondial. D'ailleurs, tous les patrons de fédération qui parlent de lui préfèrent le faire loin de leur chambre d'hôtel, et toujours en off. Ceux qui hier accusaient Issa Hayatou de tous les vices, de tous les péchés, en arrivent à le regretter aujourd'hui et à se souvenir qu'il était un très bon président soucieux des intérêts des Africains et de ses stars, qu'il ne s'est pas enrichi sur la bête comme on l'a prétendu. Alors, à quelques semaines de l'élection du futur président de la CAF, il devient urgent pour les Africains de prendre conscience que cette confédération n'est pas seulement un club d'incultes et de passionnés du ballon rond qui se tapent dans le dos et qui profitent des voyages en première classe et des suites dans les grands hôtels de luxe avec des créatures de rêve aux frais de l'institution. C'est un outil de souveraineté, un de ces instruments miroirs de l'Afrique. Chacun d'entre vous sait quel plaisir il a pris à voir les Lions indomptables du Cameroun, les Black Stars du Ghana, les Pharaons d'Égypte, les Lions de la Teranga briller dans les Coupes du Monde ou dans les grandes compétitions internationales. Chacun d'entre vous sait quelle fierté il a éprouvé à voir briller hier dans les championnats internationaux les Roger Mila, les Samuel Eto'o, Didier Drogba, les Abedi Pelé, les Djedje Okocha, ou aujourd'hui les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Toko Ekambi pour ne citer que ceux-là. Sont-ils condamnés à ne briller que chez les autres, dans les championnats européens? Encore une fois, ne sommes-nous pas capables de fournir autre chose que de la matière première? En 2021, doit-on encore une fois confier la gestion de notre football à d'autres? Doit-on comprendre qu'il n'existe pas de compétences africaines pour développer ces talents, pour rendre rentable cet extraordinaire manne? Est-ce encore le blanc qui va venir nous apprendre comment le gérer, ce football? Et pourquoi le ferait-il dans notre intérêt? Lorsque l'on regarde comment les championnats et les fédérations sont organisés dans le nord du continent, comment ils gagnent de plus en plus de titres, on se demande pourquoi l'on ne confierait pas cette CAF si convoitée au Maroc ou à l'Égypte. Pourquoi pas? Mais ceci n'est qu'une réflexion qui ne s'appuie pas sur une expertise. La seule chose dont je sois certain est que l'Afrique regorge de compétences suffisantes pour gérer la CAF de façon optimale. Il faudrait simplement faire comprendre à ce formidable potentiel qu'il y a pas mal d'argent en jeu, pas mal d'argent à générer pour l'Afrique, à condition de gérer de façon orthodoxe et transparente. Il est donc urgent de s'y intéresser. Je déplore juste le fait que les élections qui se tiendront le mois prochain soient déjà biaisées, avec des candidats totalement acquis à la cause de la FIFA, comme le Mauritanien Ahmed Yahya, qui désormais semble le poulain de Gianni Infantino, au détriment du Sud-Africain Motsepe, qu'il présentait à certains chefs d'État comme son choix. Mais qui est-il pour exprimer son choix? J'ai peut-être trop parlé et je devrais faire attention, comme le conseillent certains patrons de fédération. Alors, au prochain président de la Confédération africaine de football, de prouver que j'ai tort de m'inquiéter pour l'avenir de la CAF, qui est déjà presque en cessation de paiement. Au lendemain de l'élection qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat, ne risque-t-on pas de se retrouver avec les mêmes travers? Quelle est l'urgence de voter maintenant dans ce climat délétère? Posons-nous sereinement la question. Dans cet imbroglio, ce grand désordre, quelle est l'urgence de voter? Et si l'on remettait la balle au centre, en excluant les différents acteurs actuels qui ont tous des responsabilités dans le naufrage? Et l'Union africaine, comment réagira-t-elle face à la FIFA qui pousse l'outrecuidance au point de lui demander l'autorisation d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations interscolaire, sans passer par la CAF, comme si elle n'existait pas? À vous d'en juger dans cette nouvelle conférence de Berlin qui se joue devant nos yeux. Le 16 février, il est à Nouakchott, en Mauritanie. Le lendemain, 17, il est reçu à Dakar, au Sénégal, par le président Macky Sall. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 19 février, il est en entretien avec le président Paul Kagame du Rwanda. Le lendemain 20 février, il reprend son vol et atterrit à Kinshasa. Il est aussitôt reçu en audience par Félix Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Le même jour, tenez-vous bien, il traverse le fleuve Congo pour aller sur l'autre rive, à Brazzaville, à la rencontre du président Denis Sassou Nguesso. Le 21 février, donc le lendemain, c'est le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud qui le reçoit à Pretoria. Prochaine escale, la semaine prochaine, à Rabat, où il sera reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Quel extraordinaire ballet diplomatique!
Même les patrons de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale qui se sont succédés n'ont jamais mené une telle tournée, n'ont jamais effectué un tel marathon. Cette mobilisation montre l'importance de l'enjeu. Mais en fait, est-ce Gianni Infantino qui est en campagne pour la présidence de la CAF, ou bien Ahmed Yahya ou Patrice Motsepe ou Jacques Anoma ou Augustin Senghor? Les concernés n'ont pas les moyens de battre une telle campagne. Ils ne peuvent pas être reçus avec autant de célérité par nos princes, même si quelques-uns, comme Macky Sall, leur ont ouvert leurs portes. Ils ne peuvent pas bénéficier du même tapis rouge. Alors, le grand Manitou a le loisir de choisir qui va présider aux destinées de notre football en utilisant tout simplement sa position dominante. Il a de l'argent et le pouvoir, comme ceux qui nous ont colonisés hier. Pourquoi cet intérêt subi pour le football africain? Quel est l'agenda caché? Pourquoi cette intense mobilisation pour notre football? Qu'on ne m'explique pas cet empressement à rencontrer nos dirigeants par l'amour de l'Afrique. Non, c'est du déjà entendu. Avec la traditionnelle formule condescendante de nos amis les Africains, qui sonne comme une autre formule bien connue. Nos amis les bêtes, les plus âgés s'en souviennent. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de l'amour des autres, c'est du respect, tout simplement. Alors qu'un personnage prenne son jet pour faire un tour d'Afrique de cette taille, il faudrait qu'il explique clairement quels sont les enjeux et quels sont ses intérêts et les nôtres. Je ne résiste pas à la tentation de la comparaison historique. Le général de Gaulle, bousculé dans les colonies par une forte poussée nationaliste à la fin de la décennie 50, pour éviter d'accorder l'indépendance immédiate à ces territoires qu'il a réclamé de plus en plus avec force, avec véhémence, va proposer un référendum pour le statut de la communauté. Question de gagner du temps. Et pour imposer l'idée en douceur, il va entamer un véritable marathon dans les territoires pour amener les chefs à sa solde, à pousser les populations à voter en faveur de son idée de communauté. Le référendum cette année-là, en septembre 1958, va être un éclatant succès. Conséquence, l'accession à l'indépendance va être repoussée de 2 ans, le temps de retoucher en sa faveur les contrats léonins des richesses minières dont nous avons malheureusement hérité. Le seul qui est manifesté à ce moment-là des velléités d'autonomie, Sékou Touré, va être vertement écarté et son pays sévèrement puni. La Guinée va accéder à l'indépendance dans des conditions dantesques, avec toutes les embûches imaginables pour empêcher qu'il s'en sorte et que cela inspire les autres. Elle souffre encore 60 ans après des conséquences de ce courage. Vous me direz, comparaison n'est pas raison, je vous l'accorde. Seulement, les pays, les dirigeants, les responsables occidentaux qui débarquent en se présentant comme des amis de l'Afrique, avec le prétexte qu'ils nous aiment et qu'ils veulent nous aider, on s'en méfie. Le général de Gaulle était, disait-on, un grand ami de l'Afrique. On l'a senti après les contrats complètement fous et déséquilibrés qu'il a fait signer avant de partir à nos parents qui croyaient en ce sentiment, qui était tout en émotion, pour reprendre une expression de Léopold Sédar Senghor. Regardez à qui appartient le pétrole et le bois du Gabon et du Congo. Le roi Léopold II de Belgique, qui pour des diamants et les minéraux a mis le Congo dans un chaos indescriptible, était aussi un grand ami de l'Afrique. Ne nous aimez plus, s'il vous plaît. Respectez-nous en nous disant la vérité sur vos réelles motivations. Si c'est un échange gagnant-gagnant, alors on fera affaire, en bonne conscience. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui avec la CAF, si je suis sceptique vis-à-vis de la démarche, de la bonne foi de Gianni Infantino, c'est d'abord parce que sa détermination à choisir le futur président de la CAF ne peut pas s'expliquer seulement par sa passion pour notre continent. On ne va pas nous la refaire, celle-là. Ensuite, parce que je n'ai pas oublié que c'est déjà lui qui, il y a 4 ans, avait manœuvré pour installer Ahmad Ahmad, que tout le monde vilipende aujourd'hui. Ce casting n'était pas innocent. Il était dans le même esprit que celui qui avait animé ceux qui ont installé nos dirigeants aux affaires en 1960. Des nègres corvéables à merci, collabos et peu regardants. Ahmad Ahmad était censé faire ce qu'on lui demande. Le maître n'avait pas intégré qu'il puisse un jour se rebeller contre lui. Mais dans ce triste tableau, ce qui me rassure un peu, la note d'espoir à laquelle je m'accroche désespérément, est le fait que bien que la FIFA soit si puissante, et même plus riche que certains de nos États, quelques-uns de nos dirigeants sont désormais plus aguerris, moins aux ordres que leurs prédécesseurs. Gianni Infantino l'a bien compris dans sa tournée africaine, en se rendant essentiellement dans les palais où les chefs sont finalement plus avertis, plus libres, et avec de fortes personnalités. On peut faire de nombreux reproches à l'influent Paul Kagame du Rwanda, mais personne ne peut mettre en doute son indépendance et son engagement panafricain. Macky Sall du Sénégal, lui aussi, est connu pour sa liberté et son indépendance d'esprit. Il est plutôt de ceux qui semblent débarrassés du complexe du blanc dont souffrent encore pas mal de nos chefs.
Félix Tshisekedi de RDC, lui aussi, semble s'inscrire dans cette nouvelle génération de chefs qui se sont débarrassés de cette maladie séculaire. On caresse donc l'espoir que malgré les réceptions expresses accordées à Gianni Infantino, il n'ait rien cédé et qu'il ne se soit pas laissé endormir par les sentiments d'amitié de l'Afrique exprimés par le patron du football mondial. Mais quoi que l'on dise, à la fin de la journée, les personnes qui vont succéder à Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, ce seront des Africains. Une fois que l'on connaît les intentions, somme toute logiques de la FIFA, qui a le droit de lorgner sur notre potentiel, il faut se tourner vers ceux qu'elle essaie d'instrumentaliser. Les 4 candidats, 4 personnalités de la galaxie du football africain. Ils mesurent, on l'espère, les attentes de la jeunesse qui pèsent sur eux. Même s'ils se sentent portés par le patron de la FIFA, ils doivent se souvenir qu'Ahmad Ahmad était dans leur situation il y a 4 ans. C'est à eux de savoir tirer parti de la position qui est la leur aujourd'hui. Patrice Motsepe, le Sud-Africain, est suffisamment fortuné et libre pour ne pas se laisser influencer, pour ne pas être la voix du maître. Et l'histoire de son pays l'a certainement préparé à ne pas écouter le son des sirènes. Le Sénégalais Augustin Senghor sait qu'il joue là son principal capital, la probité et la droiture dont il a jusque-là fait l'objet dans ce monde pas très honnête. L'Ivoirien Jacques Anoma sait que les regards de la jeunesse pèsent sur lui, lui qui reste une icône dans son pays où il a réalisé des choses remarquables dans la galaxie du football. Celui que l'on présente comme l'un des choix de Gianni Infantino, bien qu'il le démente, le Mauritanien Ahmed Yahya est loin de convaincre le plus grand nombre. La présentation de son programme il y a quelques jours a montré aux yeux du monde ses limites. Et il paraît évident qu'il n'a pas le profil pour porter cette institution et tenir tête aux besoins à celui qui tient tant à développer le football africain à notre place. Une chose est certaine, le continent, notamment une jeunesse de plus en plus éveillée, regarde, suit désormais la gestion de nos outils de souveraineté avec une attention nouvelle. Plus question de les asservir. Espérons que l'élection du 12 mars à Rabat sortira un Africain libre et fier dont le souci sera le développement du football africain. Un digne représentant suffisamment jaloux des intérêts de notre continent. À vous, jeunesse, de rester vigilant, mais à vous, président de fédération, vous qui allez voter le 12 mars, vous qui recevez régulièrement des cadeaux et des pseudo-subventions de la FIFA, de prendre conscience qu'il en va désormais de votre crédibilité. À vous d'éviter, par votre bulletin, qu'on en soit encore là dans 4 ans. À vous d'éviter par votre vote une colonisation de notre sport roi, de cette religion à laquelle nous sommes des millions à nous être convertis, mais qui n'enrichit que les autres alors qu'une bonne partie de la matière première, nos footballeurs, en sont les acteurs de premier plan. À vous de réfléchir à la stratégie qui va permettre que les énormes revenus que génèrent les Sadio Mané, les Emerick Aubameyang, les Nicolas Pepe, les Mohamed Salah reviennent aussi à notre continent, au moins un peu. Et ne vous laissez pas distraire davantage par les traditionnelles accusations de corruption qui contribuent à discréditer certains de nos leaders. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, c'est connu. Je n'ai pas vu grand monde chez nous s'émouvoir du fait que celui qui dit vouloir nettoyer la maison CAF traîne derrière lui un plus gros scandale financier, ce que l'on a baptisé la FIFA Gate. À côté, Ahmad Ahmad et ses amis font figure de voleurs de poules. L'indépendance de la CAF, c'est maintenant. C'est fait. Nos amis les Africains se sont entendus. Ils sont tombés d'accord pour faire ce que le grand Manitou Blanc leur a imposé. Gianni Infantino peut se réjouir. Il a ses 54 voix pour la future élection de 2023. Sa stratégie a été efficace. Il a fait très fort, puisque contrairement à Berlin, où les Africains n'étaient pas présents en 1985 pour le partage du continent, ce sont eux-mêmes, les Africains, qui ont tendu les mains cette fois pour qu'on leur passe les menottes. Ce à quoi on vient d'assister doit nous interpeller à plusieurs titres. D'abord sur notre capacité à réagir pour défendre nos intérêts, mais également sur notre volonté à nous unir face aux grands ensembles qui dominent le monde. La scène que je vais vous raconter est caractéristique du climat qui règne dans ce milieu du football. Il y a quelques jours, devant les manœuvres de la FIFA qui a clairement choisi ses candidats, les deux d'Afrique de l'Ouest, jusque-là indépendants, qui se sont rendus compte que s'ils ne se mettent pas ensemble, ils vont se faire battre à plat de couture, se retrouvent à Dakar au Sénégal. Jacques Anoma, qui a reçu le feu vert de son président Alassane Dramane Ouattara pour être candidat à la présidence de la CAF, effectue le déplacement à Dakar pour discuter avec Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Malgré la médiation du président Macky Sall, qui les reçoit et les conseille vivement de s'entendre, ils ne s'accordent toujours pas. Après plusieurs heures de discussion, ils se séparent sur un constat d'échec. Senghor veut bien faire ticket commun avec Jacques Anoma, mais en tant que président. Une option que n'accepte pas Jacques, qui ne s'imagine pas vice-président de son jeune frère. C'est l'impasse.
Et dans la foulée, comme dans la fable de La Fontaine, arrive un troisième larron qui saisit Maître Ali Boron. Il les invite gentiment à Rabat au Maroc sous prétexte d'une concertation pour favoriser l'émergence d'une candidature unique pour l'Afrique francophone. Les deux frères et amis se disent « Chouette, une bonne volonté qui veut notre bien ». Encore des naïfs qui croient en l'amour des autres. Ils n'imaginent pas ce qui les attend dans la capitale chérifienne. Le Suédois Mattias Grafström, l'homme de main de Gianni Infantino, son assistant principal, dépêché par le patron du football mondial, est venu pour une toute autre réunion. Pas celle de la concertation. Il n'en sera d'ailleurs jamais question. Il est venu pour les mettre d'accord sur le plan échafaudé par son patron à lui. Il a décidé que Patrice Motsepe, le Sud-Africain, sera le président. Il aura pour premier vice-président Augustin Senghor, qui visiblement n'était pas dans la confidence. Et pour second vice-président, le Mauritanien Ahmed Yahya. Exit Jacques Anoma, le moins subordonné, le plus critique des méthodes de Gianni Infantino, qui a passé sa journée à attendre à l'hôtel une conciliation qui n'aura jamais lieu. La messe est dite, circulez, il n'y a rien à voir. Les élections du 12 mars prochain ne seront donc qu'une parodie, puisque les jeux sont déjà faits. Elles ressembleront tout simplement aux nombreux scrutins qui ont cours dans nos États où le vainqueur est connu à l'avance. Mais on fait semblant de nous faire participer au choix du président avec des goodies, des pancartes et des t-shirts. Les patrons des fédérations n'ont plus qu'à entériner le choix de Gianni Infantino qui aime tant l'Afrique et qui veut sauver le football africain. Quel amour! Mais alors quelle magnanimité! À la vérité, ce n'est pas que le candidat Patrice Motsepe soit potentiellement un mauvais président. Non, non, il ne faut pas s'y tromper. Il est un grand homme d'affaires qui tapera certainement moins dans la caisse que les nécessités qui viennent d'être virées du navire. Il détient une grosse fortune, a une personnalité plus affirmée et une stature plus respectable. La seule interrogation porte sur sa disponibilité pour alléger ce mammouth et pour le restructurer. C'est du plein temps, mais il est assurément le meilleur choix pour l'instant. Espérons seulement qu'il aura un regard plus ouvert, plus transversal sur le continent que la plupart de ses compatriotes sud-africains qui ont trop souvent oublié le rôle joué par les différentes nations continentales dans la longue lutte contre l'apartheid dans leur pays. Les dirigeants sud-africains ont depuis quelque temps oublié cette solidarité continentale qui les a tant aidés. Pas un seul geste pour le Sahel qui brûle sous les feux des djihadistes. Mais ceci n'était qu'une parenthèse. Important, c'est vrai, mais refermons-la. Revenons au football qui nous intéresse. J'allais dire à la politique du football puisqu'il n'est question que de politique. Ce qui n'est pas acceptable dans la désignation du président de la CAF, encore une fois, c'est la manière dont il est imposé par Gianni Infantino. Une façon de faire qui est même de nature à écorner l'image de Patrice Motsepe, qui est pourtant un important homme d'affaires. Se laisser ainsi cornaquer à quelque chose d'indécent et d'insultant. Ok, la messe est dite. Et le 12 mars, on procédera à la rituelle séance de comédie avec des présidents de fédérations tous aux ordres. Et si cet événement, cette tragique comédie à laquelle on assiste, nous servait pour le futur? Et si l'on partait de là pour construire, pour monter tout là-haut, tout en haut? Le président Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Comment apprendre de cet échec, de cette expérience humiliante pour l'Afrique? Je pense que mon discours cette fois-ci s'adresse essentiellement aux plus jeunes, à une jeunesse décomplexée, à une jeunesse qui ne pense pas que Dieu est blanc, à une jeunesse qui ne se plie pas systématiquement devant le blanc, à une jeunesse qui croit en elle et qui veut en finir avec cette relation biaisée entretenue par leurs aînés qui ont visiblement atteint leur plafond de verre, à une jeunesse dont le logiciel est permanemment en train de se mettre à jour. Installer un Africain à la tête de la FIFA. Sky is the limit. Un président de la FIFA enfant d'Afrique. Mais comment ça? Rien de bien sorcier, pas besoin de secouer les calebasses. Les élections à la FIFA, c'est en 2023. Aussi curieux que cela puisse vous paraître, le continent africain y fait figure de poids lourd, parce que la CAF compte 54 fédérations nationales. Elle dispose donc du plus gros réservoir de voix au congrès de la FIFA devant l'UEFA, l'Union des fédérations européennes, qui en compte 53. Puis vient l'Asie avec 46 voix. Or, dans ce scrutin, chaque votant a le même poids. En gros, sur les 209 fédérations appelées à voter, celui qui réunit toutes les voix des Africains est certain de devenir le président de la FIFA. Ce qui explique l'intérêt de notre président Gianni Infantino pour l'Afrique. En tenant notre continent, en dictant sa loi, en mettant aux ordres tous ses présidents, il assure tout simplement sa réélection en 2023. Mais aux plus jeunes, qui peuvent relever l'image de l'Afrique. Et si on faisait à Gianni Infantino le coup de l'arroseur arrosé, en réunissant toutes ces 54 fédérations pour aller à la conquête de la FIFA? C'est le même principe que dans un conseil d'administration. Avec 54 voix, il est encore possible de grappiller quelques-unes ailleurs, surtout lorsque l'on sait la mauvaise qualité des relations de Gianni Infantino avec la Conmebol d'Amérique du Sud et l'UEFA européen.
et n'évoque pas l'Asie où il n'a pas de prise. Et dans ce cas, le fauteuil tant convoité est à portée. Qu'est-ce qui nous empêche de faire, par exemple, de Patrice Motsepe, le futur président de la FIFA? Ou un autre Africain, pourquoi pas? Quel pied de nez cela ferait? Cela imposerait au moins du respect, ce dont on a besoin. C'est sûr, nous aurons affaire cette fois-là à quelqu'un qui ne nous aime pas seulement pour notre poids électoral. Mais pour cela, il faut que nous ayons confiance en nous et que nous comprenions que unis, nous sommes le cœur du monde. L'Afrique sera regardée différemment si elle a conscience de sa force et de sa position. Pour mettre fin à ce cycle de mépris qui donne l'opportunité à tout occidental en position de pouvoir de nous traiter comme du bétail, il faut que la nouvelle génération prenne les commandes avec les mêmes armes. L'intelligence, la stratégie et la détermination. Rien chez nous ne doit plus se faire sans nous. Et nous devons aller à la conquête du monde sans complexe. C'est un combat à mort pour notre dignité. Cette chaîne YouTube naissante à laquelle je vous invite à vous abonner se fera l'écho de ma pensée et de ma contribution, sans concession et sans condescendance. La montagne a accouché d'une souris. À Rabat, comme conclu depuis plusieurs semaines, Patrice Motsepe, le candidat de Gianni Infantino, a été élu par acclamation président de la CAF. Comme à la grande période soviétique, puisqu'en face, tous les autres concurrents s'étaient effacés à son profit. Un deal pas si confidentiel que cela avait été trouvé pour les caser. Ainsi, Patrice Motsepe, nouveau patron du football africain, remplace Ahmad Ahmad. Et au lendemain de cette élection à la soviétique, nous nous retrouvons avec une organisation qui compte 5 vice-présidents. Vous avez bien entendu, 5 vice-présidents. Il fallait bien caser tout le monde pour étouffer le mécontentement. Ainsi, le Sénégalais Augustin Senghor, qui refusait l'idée d'un ticket à 2 avec l'Ivoirien Jacques Anoma, est le premier vice-président. Il a eu du flair parce que Jacques Anoma, qui hérite d'un poste de conseiller, n'était pas un proche d'Infantino. Il n'avait donc aucune chance. Il s'en sort plutôt bien. Le Mauritanien Ahmed Yahya, l'autre protégé d'Infantino, prend le poste de 2e vice-président, en même temps qu'il est coopté au comité exécutif. Le 3e vice-président est le Djiboutien Souleymane Ouaberi. Même le Camerounais Seydou Bobo Njoya, malmené dans son pays, obtient le poste de 4e vice-président. Mais au-delà du partage du pouvoir, chose qui est habituelle dans les grandes organisations comme à la tête de nos États, ce qui est frappant, c'est le grand chelem réalisé par Gianni Infantino. Conscient du fait que Patrice Motsepe, multimilliardaire, très pris, très absorbé par ses propres affaires, ne pourra pas gérer la CAF au quotidien, réussit l'extraordinaire performance, a la géniale idée de faire nommer son camarade d'école, son ami, l'ex-directeur des associations de la FIFA, Véron Mosengo Omba, au poste de secrétaire général de la CAF. Ce qui signifie en gros, et c'est là où c'est très très fort, que puisque Patrice Motsepe ne sera pas toujours là, puisqu'il va beaucoup déléguer, c'est lui qui gérera la CAF au quotidien. Le très discret Véron Mosengo, toujours dans l'ombre d'Infantino, est donc le nouvel homme fort de la CAF. Fabuleux, joli coup. Bien que certaines voix s'élèvent pour dénoncer la nationalité suisse de Véron, estimant que c'est un élément qui, de fait, le disqualifie pour l'exercice de cette fonction réservée à un Africain, Véron sera le véritable patron de la CAF. Je ne rentrerai pas dans le débat sur sa nationalité. Même si le Congo, son pays d'origine, comme le Cameroun, n'accepte pas la double nationalité, ce qui est un tort, il reste, quoi qu'on puisse en dire, un digne fils de l'Afrique. La couleur de son passeport importe finalement peu. Ce n'est qu'un document administratif. Là où le bas blesse, c'est la stratégie utilisée pour le placer là. Fatma Samoura, qui avait été mandaté à la CAF, et qui est la cause du départ d'Ahmad Ahmad, puisqu'il a décidé de mettre un terme à sa mission contre la volonté du roi Infantino, a simplement et purement été remplacé par Véron. Infantino reste donc dans la maison CAF. On pourrait dire que c'est lui qui la gère directement, en gros. C'est pour cela que je parle de grand chelem. Joli tour de passe-passe. Seulement, je dois quand même remarquer, à la vérité, que tous ceux dont on parle, ceux qui constituent la galaxie CAF aujourd'hui, sont des Africains, quelle que soit la couleur de leur passeport. Et je remarque également que tous sont d'une certaine instruction, d'un certain niveau de culture, d'éducation. Ce qui me fait penser qu'ils sont suffisamment outillés pour veiller sur les intérêts des Africains, sur le développement de notre football. Ce qui me fait espérer que pour une fois, ils vont cesser d'être de simples diplômés pour être des intellectuels capables d'élaborer une stratégie pour veiller sur les intérêts du continent. Et mieux, aller à la conquête du monde. À Véron, dans l'ombre de Patrice Motsepe, de démontrer que son premier amour, c'est l'Afrique, et de défendre les intérêts du continent, pas ceux de Gianni Infantino. Nos regards sont braqués sur lui. Pour paraphraser Martin Luther King, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que le 13 mars 2021, à Rabat, au Maroc,
On a élu le futur président de la FIFA. J'ai fait un rêve que Patrice Motsepe, en 2023, est devenu le président de la FIFA. J'ai fait un rêve que l'ensemble des présidents des fédérations africaines ont pris conscience de leur poids et ont compris qu'ils pouvaient se hisser sur le toit du monde. Qu'unis, ils constituent une extraordinaire force. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que bousculé, ballotté par les nombreuses affaires judiciaires qui pèsent sur lui, dont une qui est devant la juridiction suisse en ce moment même, les instances du football international ont démissionné Gianni Infantino sur la base des mêmes textes qu'il a utilisés pour faire tomber Ahmad Ahmad. J'ai fait un rêve que les enfants d'Afrique ont utilisé leur poids pour se mettre sur le toit du monde. Le même type de rêve que j'ai fait, j'allais dire que nous avons fait lorsque Barack Obama devenait le premier petit-fils d'Afrique à devenir l'homme le plus puissant du monde, à rentrer à la Maison-Blanche, à devenir, entre autres, le président des esclavagistes d'hier. Ce rêve de FIFA est réalisable. Il est loin d'être utopique. Il est à la portée de l'Afrique, à condition que nous en prenions conscience. Je parlais de ce rêve a priori fou à un responsable de l'UEFA, l'instance du football européen. Il m'a dit d'arrêter de fantasmer parce que tant que les présidents des fédérations africaines continueront de nourrir cette peur viscérale pour le président de la FIFA, tant qu'ils continueront de croire que la manne qui leur verse au goutte à goutte et à grand renfort de publicité est une aide, un geste de magnanimité, tant qu'ils continueront de croire que les stades qu'il aide à construire procèdent de sa générosité, ils ne seront jamais suffisamment unis pour faire élire un Africain à la tête du football mondial. Il m'a aussi gentiment fait remarquer que ce type d'idée n'était pas très bonne pour ma santé. À nous de le faire mentir, à nous de lui montrer que l'Afrique a changé, que le logiciel a suffisamment été update par la nouvelle génération des cadres africains. Je sais que beaucoup se disent qu'il ne s'agit que de football et que cela n'a pas tant d'importance que cela. Je peux comprendre. Mais au-delà de l'extraordinaire manne que génère cette activité qui est devenue une véritable religion planétaire, qui brasse des milliers de milliards de dollars, les enjeux dépassent largement le football. La symbolique doit inspirer notre jeunesse. Elle doit lui redonner confiance. Elle doit lui faire comprendre que le champ des possibles est large et que chaque parcelle doit être protégée. Je me souviens que pendant que nous regardions l'Union africaine avec condescendance, la traitant de machin sans intérêt, de mammouth, nous interrogeant sur son rôle et son efficacité, la Chine, qui l'avait mieux cerné, a de nouveau joué sur la sensibilité, en proposant d'offrir gracieusement un bâtiment siège à Addis Ababa. En janvier 2017, la petite cellule informatique de l'Union africaine a découvert que ses serveurs étaient étrangement saturés entre minuit et 2 heures du matin. Les bureaux étaient pourtant vides, l'activité en sommeil, mais les transferts de données atteignaient des sommets. Un informaticien zélé s'est donc penché sur cette anomalie et s'est rendu compte que les données internes de l'Union africaine étaient massivement détournées. Chaque nuit, les secrets de cette institution se sont retrouvés stockés à plus de 8000 km d'Addis Abeba, sur de mystérieux serveurs hébergés quelque part à Shanghai, la mégapole chinoise. Pendant donc que nous détournions le regard de cette institution, d'autres lui trouvaient de réelles valeurs, au point d'investir des millions de dollars pour y placer leurs micros, pour écouter ce qui s'y passait. Cela doit nous interpeller sur la guerre d'influence et de conquête qui nous menace. À nous d'en prendre conscience et de ne plus nous contenter des strapontins, mais essayer d'aller à la conquête du fauteuil le plus élevé. Sky is the limit. Mon grand-père, qui n'a pas été à l'école du Blanc, m'a soumis à une expérience un jour où j'étais allé le voir. Devant une table, il a lancé une pièce en l'air. Elle est retombée sur la table. Il me l'a fait observer. Puis il a repris la même pièce et l'a lancée moins haut que la table. Elle est naturellement retombée au sol. Et il m'a dit, plus ton ambition est grande, plus tu as des chances de tenir le haut du pavé, ou au moins de rester à un niveau élevé. Nous avons jusque-là été timides et avons manqué d'ambition. À vous, jeunesse décomplexée, de faire sauter le plafond de verre. À vous, président des fédérations, de faire de Patrice Motsepe le président de la FIFA en 2023. Si, c'est possible. Si Gianni l'a trouvé bon pour la CAF, c'est qu'il est aussi pour la FIFA. À lui de nous faire honneur à son tour en visant la plus haute marche. Je ne doute pas qu'il y pense déjà en se rasant chaque matin.